Oui, c'est parti. Alors, bonjour, bienvenue au rendez-vous SARCA intitulé Le rôle. Attendez, excusez-moi, je suis caché à l'écran. La politique de la réussite éducative et le rôle des SARCA. Ici Martine Leroux, responsable du service de la direction de l'éducation des adultes, accompagnée de Stéphanie Bourgoin, que vous avez rencontrée au dernier rendez-vous SARCA de juin. Donc, je vais laisser Stéphanie se présenter. Alors, bonjour à tous, comme vous dit Martine, Stéphanie Bourgoin, je suis nouvellement responsable des SARCA ici à la direction de l'éducation des adultes et de la formation continue. Donc, Stéphanie a pris le poste, de mon poste en fait, en septembre, ici à la direction de l'éducation des adultes. J'ai pris maintenant une belle fonction, mais ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous dans le rendez-vous SARCA, qui est vraiment le dernier, mais je suis encore à la direction, mais je peux occuper d'autres fonctions, notamment pour le programme d'études. Alors, juste avant de présenter nos chers panélistes d'aujourd'hui, je vais parler un peu de technicité. Donc, comme vous voyez, la caméra du ministère qui est en fonction. Pour la période de questions ou d'échanges, de commentaires, on vous invite à le faire par clavardage. Pour nous, c'est plus facile à gérer. Donc, vous pouvez utiliser votre ordinateur, votre clavier pour poser vos questions ou témoigner de votre milieu ou de vos commentaires. Vous pouvez télécharger également les documents à partir de la petite roue, là, le paramètre. Donc, les documents sont publics. Vous pouvez les télécharger. Vous avez le programme, vous avez le PowerPoint à partir duquel, le diaporama à partir duquel Stéphanie va introduire l'échange avec les panélistes. Et vous avez un sondage d'appréciation qu'on apprécie toujours. On apprécie toujours les recevoir quand vous prenez le temps de nous partager vos commentaires, comment ça se passe dans votre milieu. Pour nous, c'est un moyen de communication avec vous et c'est toujours intéressant de vous lire. Ensuite de ça, la rencontre se découpe en 3 parties. On va aborder les 3 axes de la politique et après chaque présentation de l'axe et de l'échange entre les panélistes, il y aura la période de questions ou d'échange de commentaires, etc. Donc, Stéphanie va vous expliquer au fur et à mesure. Donc, on va passer maintenant à la présentation de nos panélistes d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse la parole. Isabelle. Bonjour, Isabelle Baudin, coordonnatrice du service d'éducation des adultes à la formation professionnelle et aux entreprises de la Commission scolaire de Laval. Bonjour, Annie Lehmann, directrice des centres d'éducation aux adultes, Commission scolaire des premières seigneuries et nouvellement responsable des SARCA. Bonjour, Alexandre Lacun, conseiller d'orientation à la Commission scolaire des sommets et porteur du dossier des SARCA. Bonjour, Lucie Roy, directrice générale adjointe à la Commission scolaire de Lausanne, responsable de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Avec nos 4 panélistes, on a également Michel, si tu peux te présenter. Bonjour, Michel Rocher, ministère de l'Éducation. Je travaille à la formation professionnelle. Je suis responsable des dossiers de touche à la persévérance, la réussite scolaire ainsi que les attestations professionnelles. Alors, je vais passer maintenant la parole à Stéphanie qui va présenter la politique. Oui, bon, tout d'abord, le programme de la rencontre aujourd'hui, je vais faire une petite mise en contexte du thème du rendez-vous SARCA. Par la suite, un petit rappel des encadrements législatifs et réglementaires des SARCA et son ministère. Je vais par la suite vous présenter brièvement les 3 axes de la politique, particulièrement certaines orientations pour lesquelles les SARCA peuvent avoir des rôles à jouer. Vous allez constater que c'est un volet davantage peut-être plus théorique. Les échanges par la suite à la présentation vont être peut-être plus terrain. Donc, on va percevoir comment ces orientations peuvent s'appliquer dans les différents milieux de nos panélistes. Donc, des échanges. Je vais poser également des questions après chaque présentation de chaque axe à nos panélistes. Vous aurez également aussi l'occasion, par clavardage, comme le disait Martine, de poser vos questions après chaque intervention des panélistes et c'est des gens qu'on a autour de la table. Alors, dans un premier temps, la mise en contexte. Donc, avec la venue de la nouvelle politique de la réussite éducative qui a été publiée en juillet dernier, nous trouvions important d'organiser un moment d'échange avec les gens du réseau, avec des commissions scolaires, afin de percevoir, dans un premier temps, comment la politique, comment certaines orientations peuvent se traduire dans les SARCA, dans vos SARCA. Nous trouvions également important, en fait, de dégager des constats donc, de ce qui se fait déjà dans les milieux et de ce qui peut être développé éventuellement dans vos commissions scolaires,
afin d'être congruent avec la nouvelle politique de la réussite éducative. Donc, je poursuis avec le rappel de nos encadrements. Alors, on se rappelle l'article 250 de la loi sur l'instruction publique depuis 1988 confie aux commissions scolaires la responsabilité d'offrir et d'organiser des services d'accueil et de référence. Les SARCA se retrouvent également à l'article 14 du régime pédagogique de la formation générale des adultes et à l'article 5 du régime pédagogique de la formation professionnelle. Pour les nouveaux arrivés dans les SARCA, on peut retrouver les SARCA au niveau des règles budgétaires à la mesure 12.050. Donc, c'est simplement un petit rappel, question de se replonger peut-être dans plus administratif et réglementaire. Je poursuis maintenant dans la politique concrètement. Je me réfère dans un premier temps au premier axe, l'axe 1 de la politique, qui est l'atteinte du plein potentiel de toutes et de tous. Je me dirige à l'orientation 1.2, la première orientation pour laquelle on a établi des liens avec les SARCA, qui est d'agir de façon continue et concertée. À cet égard, un des rôles que peuvent jouer les SARCA par rapport à cette orientation serait d'assurer un continuum de service. Donc, lorsque je parle de continuum de service, celui-ci facilite notamment les communications, le partage d'informations entre les partenaires et avec l'adulte, et la concertation entre les différents milieux pour la réussite éducative des adultes et des élèves. Cette concertation permet également de faire connaître davantage les services auprès des différentes populations, mais également de la population dont vise également les SARCA, la population dite la plus éloignée de la formation, donc les gens sans premier diplôme. Donc, si cette concertation des partenaires peut être notamment avec les organismes communautaires, les organismes gouvernementaux tels qu'Emploi Québec, d'autres centres d'éducation des adultes. Un autre rôle auquel peut jouer les SARCA par rapport à cette orientation serait d'offrir de l'accompagnement lors des transitions. Donc, dans l'esprit de la politique, les différents acteurs font consensus de l'importance des transitions entre les différents milieux éducatifs et les ordres d'enseignement. Pour les SARCA, l'accompagnement ici implique de collaborer à la complémentarité de ces services. Donc, il fait partie ici du rôle des SARCA, encore une fois, d'offrir de l'accompagnement, mais de l'adapter aux besoins de l'adulte, et également tout au long de sa démarche de projet. C'est également du rôle des SARCA d'accompagner l'adulte vers les différentes ressources et différentes expertises qui peuvent le soutenir dans sa réalisation de son projet de formation. Je poursuis avec la prochaine orientation de l'axe 1, qui est l'orientation 2.1, développer des compétences en littératie et en numératie. Un des grands objectifs de la politique est d'augmenter de 5 points de pourcentage la part de la population adulte du Québec qui démontre des compétences élevées en littératie. Donc, pour y parvenir, pour les SARCA, ici, la proactivité a un rôle très important à jouer. Donc, la proactivité vise notamment à encourager le retour en formation des adultes sans premier diplôme, qui est essentiel pour l'atteinte de plusieurs objectifs de la politique de la réussite éducative, qui englobe non seulement la littératie et la numératie, mais aussi la capacité d'utiliser l'information et d'accéder aux connaissances. Donc, le rôle ici des SARCA est davantage axé sur l'utilisation d'une approche dite proactive en vue de joindre les populations, encore une fois, les plus éloignées de la formation et de les encourager à faire un retour à l'école en formation. On se rappelle à cet égard que les SARCA ne peuvent exister sans concertation. Donc, plus il y a de partenaires, de collaborateurs qui peuvent proposer des stratégies pour rejoindre les populations, meilleures seraient les chances, en fait, de les sensibiliser aux besoins urgents du retour en formation. Donc, ici, on parle d'augmenter la cohésion sociale. Les SARCA également offrent un rôle au niveau de l'accompagnement dans la gestion de l'ambivalence face à un possible retour en formation. Donc, on sait plusieurs difficultés auxquelles l'adulte peut faire face en cours de projet peuvent être abordées avec le personnel SARCA, telles que la conciliation études-travail-famille. Le rôle ici d'accompagnement consiste à aider l'adulte à planifier, à clarifier son parcours de formation ou son parcours professionnel. C'est également de l'aider à cibler les environnements dans lesquels
cette personne vit et peut se développer pour leur permettre, encore une fois, de mobiliser tout leur plein potentiel. Je poursuis avec la prochaine orientation, qui est l'orientation 2.2, donc mieux intégrer les compétences du 21e siècle et les possibilités du numérique. Un autre objectif de la politique est de faire en sorte que les élèves et les adultes deviennent des citoyens responsables et pleinement engagés dans leur vie personnelle, sociale et professionnelle. Donc, nous savons, les environnements socio-économiques continuellement en changement exigent de l'adulte d'avoir une formation, une maîtrise accrue d'une formation de base et une capacité constante d'adaptation aux différents milieux. Donc ici, pour y parvenir, il s'agit pour les ARCA d'accompagner l'adulte dans le développement de son pouvoir d'agir, qu'on peut nommer sous le concept qui est actuellement utilisé, la notion d'empowerment. Donc, capacité d'agir sur sa propre vie et de faire des choix tout au long de son parcours de formation, parcours professionnel. Donc, le rôle, encore une fois, des ARCA ici est d'accompagner, de participer au développement de l'adulte, principalement en renforçant sa capacité d'agir sur sa propre vie et de faire des choix tout au long de sa vie. Les services SARCA, ici, offrent également un soutien et procurent à l'adulte une information sur lui-même, sur son environnement et sur la façon d'utiliser cette information en vue de mieux se connaître et de prendre conscience de sa réalité ainsi que des possibilités de se développer comme personne au cours de sa vie. Les SARCA accompagnent également l'adulte dans le développement de compétences dites transversales, telles que la compétence à résoudre des problèmes, à développer un esprit critique, à développer un sens de la communication. Donc, ce sont des compétences qui sont utiles, sur lesquelles on peut agir en tant que personnel SARCA et dont on peut faire fi dans une démarche d'accompagnement. Je poursuis avec la prochaine orientation, qui est l'orientation 2.3. Élaborer des parcours de formation professionnelle diversifiés, axés sur les priorités du développement du Québec et les intérêts des personnes. Donc, nous savons, la formation professionnelle permet à bon nombre de personnes de développer tout leur plein potentiel et d'être actifs sur le marché du travail. Ici, il est donc important d'en faciliter l'accès, mais également de favoriser les transitions aux besoins. Pour cette orientation, ici, un des rôles que peuvent jouer les SARCA serait d'assurer une adéquation formation-emploi, donc qui répond encore une fois aux besoins de l'adulte. Il s'agit alors de conseiller l'adulte sur les différentes formations offertes dans sa région qui correspondent à ses intérêts et à ses besoins, mais également des offres de formation qui offrent aussi des perspectives d'emploi sur la région. On sait pour certains, ceci peut être un enjeu, un facteur important au moment de faire un choix, puisque pour certaines formations, cela nécessite d'avoir à déménager. Un autre rôle que peut jouer les SARCA par rapport à cette orientation est, encore une fois, au niveau du partenariat avec les organismes. Donc, on se rappelle, dans la réponse aux besoins de l'adulte, les SARCA cherchent à mettre en contribution l'ensemble des ressources du milieu et les services de la communauté, puisque ceci rencontre différentes possibilités d'apprentissage pour l'adulte. Donc, cela signifie de les accompagner, encore une fois, dans leur parcours parcours scolaire, d'adapter les services aux besoins, de favoriser la mobilisation de tous les intervenants et de renforcer les liens entre les organismes gouvernementaux et les entreprises, notamment en ce qui a trait à l'offre de stage. Je poursuis avec la dernière orientation qui a un lien avec les SARCA pour l'axe 1, qui est l'orientation 3.1. Reconnaître la diversité des personnes et valoriser l'apport de chacun. La politique de la réussite éducative a pris appui sur 3 valeurs fondamentales pour structurer sa vision, notamment la valeur d'universalité, d'accessibilité et d'équité. Dans le cadre des SARCA, agir en fonction de ces 3 valeurs, c'est de rendre les services visibles pour tous, que l'information sur ces services soit aussi accessible et comprise de tous les adultes, et que les adultes puissent bénéficier de ces services et également qu'ils puissent comprendre comment ces services peuvent leur être utiles dans leur démarche de projet.
Donc, pour ce faire, il est important d'adapter les manières de joindre les populations, d'adapter les informations qui sont transmises sur ces services. Encore une fois, on est autour, ceci englobe en fait la notion de proactivité. Donc, afin que ces services puissent répondre réellement aux besoins de l'adulte. Donc, ici, le rôle des SARCA serait davantage de réduire les obstacles qui peuvent entraver l'expression de la demande de formation de l'adulte. Un autre rôle que peut jouer les SARCA relatifs à cette orientation serait de garantir un accès équitable à des services éducatifs de qualité. Donc, il est favorable que les SARCA soient réfléchis, pensés et appliqués de manière à assurer de façon continue une perspective de justice sociale. Donc, pour ce faire, il est important que chacun des intervenants impliqués dans la démarche de l'adulte comprenne le rôle qu'il a à jouer dans l'accompagnement de l'adulte tout au long de sa démarche. Donc, ici, il est question d'adopter une vision de justice sociale, donc d'assurer que les services soient accessibles à tous et de qualité, et ce, à tout moment. Je poursuis. En fait, ceci, en fait, résumerait la présentation des premières orientations pour lesquelles les SARCA peuvent avoir un rôle à jouer, donc pour l'axe 1. Je vais maintenant poser des questions à nos panélistes pour qu'on puisse avoir leur perception du rôle des SARCA par rapport à ces orientations que je viens de vous présenter. Première question qui est affichée également à l'écran sur le PowerPoint. Donc, d'après vous, comment les SARCA peuvent-ils répondre au premier acte de la politique de la réussite éducative? Elisabeth? Bien sûr. Au niveau de la politique pour l'axe 1, je vous dirais que les SARCA nous aident à adapter nos interventions à tout type de clientèle. Donc, c'est certain que l'objectif premier, c'est d'accompagner l'adulte et lui permettre de découvrir ses forces et ses limites. De cette façon-là, on est capable de faire un match parfait avec les exigences du marché du travail, les exigences en formation. Donc, être en mesure vraiment de le guider adéquatement et de l'accompagner en fonction de ses différents besoins. Je parle de besoins, je trouve important quand on parle de besoins vraiment de focuser sur cet adulte-là et de voir en fonction de ce que lui peut bénéficier comme service et non pas l'offre de formation d'une commission scolaire. Donc, vraiment d'avoir une vaste étendue des possibilités et de le référer en fonction de cet individu-là. Voilà. J'ajouterais peut-être être un filet de sécurité entre le secondaire et la formation générale des adultes, que ce soit la personne qui soit le continuum, qui assure un continuum de services pour une clientèle comme celle-là, qui est une clientèle toute fragile, que ça demeure un lien qui est actif avec les élèves qui sont absents, donc ceux qui quitteraient le secondaire et qui ne seraient pas nécessairement en formation générale des adultes tout de suite après. L'agent SARCA pourra être un lien actif, même si l'élève, lui, l'est moins. Un passeur de flambeau aussi pour s'assurer que les élèves soient bien desservis, que ce soit en FGA ou en formation professionnelle, mais tout ça ayant comme principe l'entretien motivationnel, donc l'élève ou l'adulte soit au cœur même de sa propre démarche et soit responsable. Puis nous, on fait que l'accompagner en fait vers la réussite. Vous êtes bonne? Malade. Mais hier, on s'est pratiqué quelques fois là, pour la présentation. Puis, en même temps, ce qu'on disait hier, c'est que la politique, elle s'inscrit vraiment dans les SARCA. On pense que les SARCA sont vraiment enchâssés dans la politique. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Moi, ce que je retiens de ce que Stéphanie a dit, c'est la concertation, la littératie pour les adultes, donc c'est bien important, la numératie, l'utilisation des technologies, l'accessibilité des services, puis aussi la formation professionnelle. La formation professionnelle, on sait qu'une des raisons, Michel, tu pourras nous le dire aussi, mais une des raisons principales d'abandon, c'est la réorientation professionnelle. Donc, ce qui veut dire que des gens qui arrivent en formation professionnelle, des fois, doutent aussi de leur choix. Donc, les SARCA s'inscrivent bien dans ça.
faut développer aussi des nouveaux modèles, je pense, aussi. Des nouveaux modèles, comme par exemple à la Commission scolaire des sommets, cette année en formation professionnelle, on a développé la formation duale. Donc, c'est-à-dire moitié en entreprise, moitié en centre de formation, qui est comme des modèles super intéressants aussi pour des adultes. Puis on va rejoindre aussi des adultes qu'on n'allait peut-être pas rejoindre. Je ne dis pas la même affaire qu'hier. Non, je sais, dans d'autres questions, là. Mais en fait, pour faire ce que Annie disait, l'agent SARCA doit établir des liens aussi avec les partenaires, comme nous, à la Commission scolaire des sommets, il faut se nommer. Depuis quelques années, on a un fichier de partage qu'on utilise avec les écoles secondaires. Donc, les professionnels d'orientation qui rencontrent des élèves qui sont à risque de décrochage inscrivent leur nom dans un fichier très simple, un petit fichier Excel qui est sécurisé sur le site de la commission scolaire, sur le serveur. Et puis, nous, on sait que ça peut être un élève qui potentiellement pourrait venir un jour à l'éducation des adultes. Des fois, c'est pour compléter des matières à l'éducation des adultes. Des fois, c'est pour une unité à faire pour déclencher le diplôme d'études secondaires parce qu'ils sont en formation professionnelle, par exemple en concomitance. Mais ça laisse une trace. Donc, ce qui fait en sorte que quand on fait nos suivis, on fait nos rappels, bien, on peut, en tout cas, aller rejoindre des gens qui sont peut-être perdus dans des trous de service. Voilà ce que j'avais à dire. Hey, j'étais comme en forme ce matin, parti, là. C'est ça? Hey, si on t'écoute. Suite à nos conversations, on a aussi fait l'observation que la politique nous force à briser des silos. Ouais. À la commission scolaire Riverside, un exemple concret d'essayer de briser ces silos-là, qui a venu rejoindre un peu l'idée de Alexander sur son projet de continuité des formations entre les professionnels. On a développé un formulaire de continuation d'études pour les jeunes au secondaire et ça permet d'identifier les jeunes qui sont à risque et les jeunes qui ont besoin d'un parcours particulier. Et l'agent peut accompagner les jeunes dès le secondaire pour leur permettre de développer des plans de carrière, des plans de travail, des plans d'études. Si malheureusement l'élève décroche malgré tout ce qu'on met en place, l'agent continue d'accompagner l'élève de la maison. De s'assurer qu'on ne perd pas le fil avec cet élève-là, qu'on l'accompagne continuellement. On a aussi mis en place un professionnel, un conseiller d'orientation qui a les pieds dans les deux secteurs, donc au secteur des jeunes et au secteur des adultes, qui travaille avec l'agence SARCA. Donc, ça permet une bonne continuité, ça permet encore une fois de briser ces silos-là, secteur jeune, secteur adulte, lorsqu'on veut accompagner dans son parcours. On parle de silos, on parle de filet de sécurité. Moi, ça me fait penser quand l'axe 1, là, qui est l'atteinte du plein potentiel de chacun, de tous et de toutes, ça me fait vraiment penser à l'importance de faire des liens entre toutes les ordres d'enseignement, que ce soit secondaire, cégep, université, faire des liens entre nos différents services, secteur jeune, secteur adulte, secteur formation professionnelle, secteur aux entreprises, services aux entreprises, avec le communautaire, donc nos partenaires aussi. Fait que le fait de ne pas travailler en silo tant à l'interne qu'à l'externe, ça me fait penser à ça, dire on est tous ensemble pour travailler sur le filet de sécurité à mettre en place pour les adultes qui reviennent à l'école. Excellent. Merci, très intéressant. Deuxième question que j'ai à vous poser pour, encore une fois, l'axe 1 de la politique, qui est affiché encore une fois à l'écran. Donc, quels sont les principaux défis à relever des SARCA et les actions concrètes à mettre en œuvre pour y parvenir? Alexandre, je te laisse commencer. Ah oui, c'est bon. Comment? C'est moi, comment? Je dirais que, en fait, je pense que les SARCA aussi doivent développer un effet de réputation. C'est-à-dire, les gens connaissent encore peu les SARCA, donc ils ne savent pas, on pourrait dire qu'il y a un déficit de lisibilité ou de visibilité. Donc, de visibilité, les services ne sont pas nécessairement visibles, quoi qu'ils soient vraiment appréciés des adultes quand on les questionne. D'ailleurs, la recherche de Rachel Bellil, peut-être Martine, tu pourras en reparler tantôt, mentionne que les gens sont satisfaits des SARCA, mais ils ne connaissent pas ces services-là. Donc ça, c'est peut-être un des défis principaux. Et puis, je dirais de la clientèle aussi, c'est un défi aussi en soi parce que la clientèle qui s'adresse dans nos services,
c'est une clientèle qui n'a pas de diplôme, qui lit peu. Donc, c'est sûr que les moyens habituels pour les rejoindre dans les journaux, sur Internet, oui, on peut en rejoindre quelques-uns, mais c'est pas toujours les meilleures stratégies pour rejoindre ces personnes-là, parce que c'est des gens qui vont lire moins, qui ont moins de compétences aussi en numérique. Puis ça, c'est un des éléments aussi de la politique de réussite éducative. Fait que je dirais peut-être le défi principal pour répondre à ta question, Stéphanie, je dirais c'est le défi vraiment de effet de réputation, puis aussi la clientèle. Tu as parlé de littératie, tout ça. Moi, je vois que c'est un défi vraiment vaste parce qu'il va avoir à intégrer la littératie, la numératie, le numérique, tant au niveau scolaire qu'en entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des travailleurs qui fonctionnent très bien, mais avec l'avancement des technologies, vont devoir aller chercher des compétences du côté numérique. Ces travailleurs-là, il ne faut pas les oublier parce que souvent, ont justement pas beaucoup, donc des travailleurs peu scolarisés qui vont devoir aller chercher des compétences. Donc, avec notre service aux entreprises et avec nos SARCA, de voir de quelle façon on va aller les chercher. Et dans ce sens-là, notre défi, ça va être d'impliquer nos partenaires. De quelle façon on va aller impliquer nos partenaires. Fait que pour revenir au continuum de service, c'est autant à l'interne qu'à l'externe, d'où l'intérêt d'avoir des agents SARCA qui sont multiplicateurs, mais que la philosophie SARCA soit multipliée à travers tous les conseillers d'orientation qui travaillent autant au secteur jeune qu'au secteur adulte ou qu'en formation professionnelle. L'agent SARCA doit trouver des idées innovatrices. Il doit se déplacer, il doit aller trouver les élèves, dans le fond. Surtout ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui ne veulent pas retourner souvent dans l'école. Afin de développer des idées innovatrices, de développer des activités, d'aller chercher les élèves dans leur milieu, il y a des mesures qui sont en place cette année, comme la 1561, 1562, mais 1963, qui offrent des opportunités de développement de projets pour les communautés. Il y a également même dans l'exploration de l'ASP, la 15045, qui pourrait même aider les SARCA à s'infiltrer dans les écoles secondaires et à aller faire du démarchage là aussi. Les IRC maintenant qui sont régionales, les associations régionales qui ont des allocations qui peuvent aussi permettre de développement de projets sont disponibles pour tous les âges SARCA dans chacune de nos communautés et qui nous forcent aussi à travailler avec les milieux communautaires. Ça me fait penser à Laval, on a un autre très gros défi qui est quand même, il date de quelque temps, mais encore plus fort dernièrement. Un défi, ça va être au niveau de la francisation. Donc, comment rejoindre cette clientèle-là qui, je vais dire le mot, doit se franciser pour pouvoir être très bien intégré à la culture québécoise et avoir une possibilité après ça plus vaste dans les actions qui peuvent être faites et dans leur intégration. Mais aussi un autre volet qu'on n'a pas encore parlé au niveau de la reconnaissance des acquis et des compétences, c'est un bassin d'adultes qui peut bénéficier de cette offre de service-là, de la reconnaissance des acquis. Donc, au niveau de la francisation, c'est un défi principalement à Laval parce qu'on en a quand même plusieurs dernièrement immigrants qui sont arrivés chez nous. C'est vraiment à l'ordre du jour, hein, avec le rapport du vérificateur, la vérificatrice générale la semaine passée, de cette semaine. Donc, c'est vraiment dans l'air, la francisation. Oui. Ce que tu dis, Isabelle, c'est de connaître aussi les populations avec lesquelles on travaille. Tu sais, comme nous, notre commission scolaire, on travaille peu avec eux. Mais on est dans des régions semi-urbaines. Donc, comme par exemple, on a un centre qui est à Asbestos, qui est à peu près à 50 minutes de Sherbrooke. Donc, il y a des gens qui habitent à Asbestos, mais qui n'ont pas de véhicule. Il n'y a pas de transport en commun. Donc là, c'est d'autres types de défis. Donc, quand on parle de défis, c'est de bien connaître aussi la clientèle avec qui on travaille. Tu sais, comme vous à Québec. C'est le plein emploi. C'est ça, hein? Fait que le plein emploi apporte un autre défi qui est les gens qui veulent ou qui peuvent travailler sont à l'emploi. La catégorie qui ne l'est pas ou qui ne peut pas, ben, ça demeure une clientèle aussi difficile à rejoindre et une clientèle qui a de multiples problématiques, donc plus difficile à desservir. Et il faut être extrêmement patient pour être capable de rejoindre et d'accompagner dans une démarche qui est respectueuse là, des clients comme ceux-là. Ce qui veut dire que quand on travaille avec des clientèles comme ça,
On a le volet scolaire à penser, mais le volet scolaire qui est tout autour, le volet scolaire à penser, mais tous les autres volets qui sont tout autour, donc le développement d'habileté sociale, le développement de compétences autres. Donc, il ne faut pas à ce moment-là miser uniquement sur le côté scolaire. C'est ce que je comprends, qu'il y a vraiment d'autres choses à développer dans les projets que tu parlais tantôt, Lucie, mettre en place différents projets. Mais c'est dans des actions qu'on peut faire, donc vraiment d'y aller en fonction du type de clientèle qu'on a pour que ça touche le plus de gens possible. Des fois, pour les rejoindre, il faut aller vers un intérêt commun. Des fois, l'intérêt commun, peut-être pas l'académique. Donc, d'aller les chercher vers un intérêt commun pour ensuite aller vers l'académique. C'est avoir aussi la conception aussi de ce que c'est de la réussite aussi pour les adultes. Hein, il y a eu un avis du Conseil supérieur de l'éducation qui est sorti hier, puis ce qui était relaté là-dedans, c'est pour un adulte, la réussite éducative, c'est quoi? C'est la conception que la personne apprenante a de sa propre réussite. Donc, par quel passage ça va passer? Est-ce que c'est de l'intégration sociale? Est-ce que c'est de l'ISP? Est-ce que c'est de la formation en entreprise? Est-ce que c'est de la FGA? Est-ce que c'est de l'ARAC? C'est un TENS, un TDG, des univers de compétences génériques. Donc, tout ça, c'est des moyens pour accompagner les adultes. Oui, il y a la diplomation, il y a la qualification, mais il y a aussi d'autres moyens. Donc, il faut comme être créatif aussi dans ce qu'on offre. Préalable, je pense. Oui, préalable. Quelqu'un qui revient pour un cours seulement. Oui. C'est un succès. C'est ça, exactement. Ouais. Il faut le célébrer, ces succès-là aussi. Ils en ont besoin. Merci. Très intéressant. Plein de beaux défis. Ce que je retiens, moi, de vos réactions, c'est l'importance de la concertation, de faciliter le suivi entre les différents intervenants, de cerner les limites de l'individu, également ses forces, pour faire des liens entre le marché du travail, mais également entre la formation, pour être en mesure également d'adapter nos interventions pour qu'ils puissent être en mesure de répondre aux exigences de la formation, mais également du marché du travail. L'importance du filet de sécurité, comme le dit Annie, entre la FGJ et FGA, puis de rendre aussi l'adulte au centre de sa réussite, donc le rendre en fait responsable dans un intérêt commun. Voilà pour les premières questions relatives à l'axe 1. On aimerait toutefois vous lire. Avez-vous des commentaires, questions, réactions ou également peut-être des exemples de projets qui ont été réalisés dans vos commissions scolaires qui ont permis de joindre plus facilement peut-être les clientèles plus éloignées de la formation. Donc, vous pouvez nous écrire par clavardage. On aurait une petite 5 minutes à vous accorder. Il y a un commentaire de Diane Labelle, directrice au Centre des Premières Nations à Kahnawake. Diane souligne que la francisation concerne aussi les Premières Nations. Donc, dans les populations, c'est Martine qui parle, donc on ne voit pas les dans les populations également qui nous concernent et pour lesquelles aussi on doit apporter une attention particulière. Évidemment, il y a des populations autochtones pour lesquelles la langue qu'on parle dans son milieu, qui est la langue vernaculaire, est souvent une langue autochtone. Donc, quand elle arrive, cette personne, dans nos commissions scolaires dites linguistiques, francophones, anglophones, ou dans les centres des Premières Nations, maintenant on en a 5 au Québec, d'éducation des adultes, ils sont aussi soit en français ou en anglais et suivent le régime pédagogique aussi. Donc, il y a une adaptation, un accueil particulier à faire auprès de ces personnes aussi, qui même aussi vivent comme les personnes, quasiment à la limite, je dirais comme les personnes migrantes. Des fois, il y a des changements de culture, donc il y a toute une attention aussi à apporter, puis un accompagnement particulier auprès de ces personnes-là. Alors, comme disait Stéphanie, vous pouvez écrire vos commentaires, vos questions. On peut poursuivre parce que des fois, ça prend un certain temps, le temps de formuler son commentaire ou sa question et de l'écrire à l'écran. Donc, on peut peut-être poursuivre à l'axe 2. Étant donné qu'il n'y a pas de commentaire pour le moment, j'aurais peut-être une autre question. Avez-vous des exemples concrets de choses, en fait, d'actions qui ont été mises en place dans vos milieux pour joindre justement ces populations les plus éloignées? Comment vous réussissez à aller les joindre? Si je peux me permettre un exemple, nous, je représente un peu comme les commissions scolaires anglophones, donc pas beaucoup de services communautaires en anglais au Québec. C'est la réalité là, de la province.
Donc, pour que l'agence Arcan puisse rejoindre une population qui va pas nécessairement venir dans nos centres, mais qui va peut-être aller demander des services dans les centres communautaires, dans les organismes communautaires qui n'offrent pas non plus des services en anglais, il faut que l'agente se déplace. Donc, elle doit prendre des rendez-vous, elle doit s'asseoir sur des tables d'administration de certains centres communautaires. Donc, elle va, par exemple, chez nous à Riverside, je pourrais dire que notre agente Arcan s'est déplacée directement au centre de migration SFIN qui est à Saint-Hubert. Et elle a pris contact avec ces gens-là. Elle a demandé est-ce qu'il y a des personnes de ce champ anglophone qui demandent des services chez vous en anglais. Ah, oui, il y en a, mais on ne sait pas où les référer. Ah, alors nous, on est la place pour les référer. Voici qui je suis, voici, moi, je peux les prendre en main, je peux leur offrir un service, je peux travailler avec vous en partenariat. Ce qui a fait que dès le mois de janvier, il va y avoir déjà un cours qui va être donné au niveau de pas la translation, mais l'alphabétisation, avec un groupe de personnes de ce champ anglophone qui est allé vers un groupe francophone qui n'était pas capable de leur donner ce service-là. Donc, l'agence Arcan va déjà développer quelque chose avec eux. Il faut se déplacer. Il faut aller voir quel est le besoin dans le milieu. Les partenariats avec tout ce qui est communautaire, particulièrement CJE, c'est des partenariats intéressants parce que la clientèle a confiance aux organismes communautaires. Fait que quand on peut partir des projets avec le CJE, exemple, dans ma commission scolaire, ce qu'on fait, c'est on est avec les CJE Charlebourg, Stoneham et Montmorency pour un projet qui s'appelle le Chantier urbain. C'est un projet en ISP. Avec la Ville de Québec, ce qui veut dire que des gens qui ont de la difficulté à se maintenir en emploi ou qui ont été longtemps sans emploi réintègrent le marché du travail par ce projet-là où il y a l'entretien des parcs dans la Ville de Québec. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage de savoir-être et de persévérance qui sont acquises à travers ce projet-là, mais aussi le maintien en emploi avec une possibilité de venir à l'école là, une journée par semaine pour aller chercher, franchir une certaine barrière là, du retour à l'école, d'être supporté. Le Centre local d'emploi aussi dans ce projet-là, ce qui fait que c'est un beau partenariat où tout le monde est investi pour trouver une réussite chez l'élève. De notre côté, tu vois, avec le Carrefour Jeunesse Emploi, ce qu'on a fait, c'est l'école au CJE. Donc, être capable vraiment de permettre aux clients, de faire 2 ou 3 demi-journées au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, avec la formation à distance assistée, il y a un enseignant qui est là pour être en mesure d'accompagner ces élèves-là qui ne sont pas prêts à se rendre dans un centre d'éducation des adultes. Donc, une mini-transition. On l'a fait aussi avec différents autres organismes, un peu dans le même style. Puis, il y a aussi le côté de, oui, on se déplace, ici tu parlais de ça, mais d'ouvrir un peu plus nos portes dans nos centres. Donc, nous, on a une clinique jeunesse, donc on a une infirmière qui vient dans des centres de formation professionnelle pour répondre à des questions, des inquiétudes d'élèves qui ne se déplaceraient probablement pas au CLSC. Puis, Alexandra, tu avais un autre exemple, toi, par rapport à ça. Je ne sais pas, on parle avec la troisième question aussi. Je vais même te donner un exemple que tu connais pas. Tu vas apprendre quelque chose, Isabelle. Je n'avais pas parlé, je n'avais pas dit encore. Mais ça fait penser, nous, ce qu'on a développé cette année, c'est notre centre, on a un point de service à Windsor, puis il y a une ville qui s'appelle Valcourt, là, qui est juste à côté, à peu près 15-20 minutes en voiture. Puis, il y a une coopérative d'habitation à Valcourt, des gens, c'est ça, là, faiblement scolarisés, puis qui vivent la pauvreté, qui n'ont pas nécessairement de moyens de transport. Donc, ce qu'on a développé, c'est les enseignants se déplacent pour aller offrir la formation là-bas. Ça a été travaillé avec la coopérative, les gens de la coopérative, puis aussi le CJE pour le recrutement puis l'accompagnement. Donc, la conseillère Sarka s'est déplacée pour aller rencontrer les adultes. Les tests diagnostiques, puis tout ça qu'on a fait comme pour évaluer le niveau scolaire avant d'entrer en formation, se sont faits tout là-bas. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a rejoint une population qui ne serait probablement pas venue dans notre point de service. Donc, ça a été intéressant. Puis, effet cocasse, la direction me disait qu'il y en a une que c'est son fils qui voulait s'inscrire. Puis là, pour encourager son fils, la mère, elle a dit, ben, je vais le faire avec toi. Fait que je vais m'inscrire moi aussi. Même si elle, bon, elle n'a peut-être pas nécessairement une intention d'aller sur le marché du travail, si on ne le sait pas, mais ça l'a quand même initié
Donc, je pense que c'est de trouver un peu des moyens inédits, finalement, qui répondent aux besoins de notre communauté pour... je pense que finalement, c'est de bien comprendre notre communauté. C'est comprendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi les difficultés qu'ils vivent, est-ce qu'on a du transport, est-ce qu'on n'a pas de transport, qui sont les acteurs principaux, c'est qui les meilleurs joueurs aussi dans notre communauté là, pour être capable de s'affilier à eux. Là. C'est assurément pas attendre que le téléphone sonne, mais d'aller solliciter les gens où ils sont, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a deux commentaires ici. C'est un peu une question. C'est une question, en fait. Il serait intéressant de connaître les modèles de services des SARCA dans les différents milieux, CO, CISEP, SARCA, CO, CISEP liés au centre, qui offrent des services SARCA pour les élèves des centres. Je vais laisser les panélistes répondre, puis après, je compléterai peut-être selon ce qui va se dire. J'ai hâte d'entendre. Donc, comment sont organisés? Oui, mais j'essaie d'organiser ma réponse dans ma tête avant de la donner. Là, tu me regardes, fait que je vais répondre en premier. J'aimerais peut-être préciser une chose, on va profiter de l'occasion peut-être pour le faire. Je vais tourner la caméra juste un instant, je te donne la parole. Juste le temps que j'oublie mon idée, c'est ça, hein? Quand on parle des SARCA, il y en a qui vont dire, moi je travaille pour les SARCA, moi je travaille dans un centre. Et quand j'ai commencé en 2009, j'ai suivi, vous vous rappelez, on avait Elisabeth, tous mes prédécesseurs, les gens disaient, ben, les SARCA, c'est l'allocation complémentaire qui est arrivée à partir de 2008 en complément aux ressources de soutien ou pour le personnel de soutien qui est déjà présent en place. On ajoute une allocation complémentaire à la suite de la politique en 2008, qui est dans les règles budgétaires la nécessité. Et ça, c'est pour joindre la population, c'est pour être proactif, c'est pour ceux qui sont les out de notre système ou de nos centres, nos établissements scolaires. Mais quand vous lisez le cadre général des SARCA, on voit que ça comporte 5 services. L'accueil, l'information, le petit acabit, on sait principalement scolaire professionnel. On a l'accompagnement, l'orientation professionnelle, mais en manquant l'exploration des acquis. Donc, que vous soyez dans un centre ou que vous soyez dans une entité physique appelée SARCA, qui peut être centralisée selon les conditions scolaires, parce que c'est un peu varié là, selon les réalités locales. C'est même varié selon les réalités locales. Vous êtes tous des personnes de l'information et de l'orientation scolaire, que ce soit CSS, CISEP, CO. Vous relevez des SARCA. Et non des services complémentaires comme le secteur jeune ou l'orientation, c'est des services complémentaires. En GA et en FP, des services complémentaires portent davantage au niveau académique. Donc, il y a une petite nuance à faire, mais là, je vais laisser la parole à nos panélistes pour voir comment eux, ils organisent ces services en fonction aussi des rôles, des responsabilités de pèse, des CO, CISEP et autres au niveau des professionnels. Donc, Ben, j'ai plus rien à dire, Martine. Non, c'est pas vrai. Je vous dirais, on a, à la Commission scolaire de Laval, la façon que c'est organisé, on est comme sur 2 modèles. Au sens où on a une porte d'entrée qui s'appelle le guichet conseil, donc pour le service aux individus, vraiment pour être en mesure de cibler davantage le besoin précis de l'élève et le diriger vers le bon service par la suite. Donc, on a ce premier-là. Et ensuite de ça, dans chacun des centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle, il y a soit un conseiller d'orientation, soit un conseiller en formation qui est présent pour pouvoir accompagner les élèves à différents moments dans leur formation, de leur parcours, que ce soit du début, dans le milieu, s'il se passe quelque chose, ou à la fin du parcours pour s'assurer que le service est terminé, complet, et s'il y a d'autres besoins à ce moment-là, pouvoir diriger vers soit les autres ordres d'enseignement, le marché du travail, ou d'autres organismes qui vont poursuivre le service avec ces adultes-là. Aux premières seigneuries, c'est nouveau de cette année. En fait, ce qui est pas nouveau, c'est que c'est une CISEP, une conseillère d'orientation. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils sont maintenant dans les centres d'éducation des adultes. Avant, ils étaient positionnés au service éducatif. Présentement, ils sont vraiment dans les centres. Et l'objectif étant de se rapprocher de la clientèle, subsidiarité là, pour
tous les gestionnaires qui ont appris ce nouveau mot dans les dernières années. Donc, on se rapproche de la clientèle et aussi démarchage vers des populations qui étaient non desservies. Ce n'est plus qu'un service où les gens répondent au téléphone et donnent des rendez-vous. On va vers les clientèles qui ne sont pas desservies. Ça, c'est nouveau de cette année. Je peux-tu rajouter quelque chose? Me permettez-vous de rajouter quelque chose? Ça m'a fait penser. On a aussi un conseil virtuel. Donc, quand on va sur notre page web, les gens peuvent répondre à des questions, poser des questions et il y a un conseiller qui va pouvoir leur répondre. Donc, pour moi, c'est une autre façon d'aller chercher les clientèles qui n'ont pas nécessairement à se déplacer. Fait que le conseil virtuel est aussi un autre service des SARCAN. C'est une vraie personne. Oui, c'est une vraie personne qui répond. Je ne suis pas un robot. Non, tout à fait. Bon. Nous, à la commission scolaire des sommets, bien, ça a évolué. Moi, ça fait presque, moi, je suis dans ma 10e année. Puis, au début, on avait des personnes qui étaient ciblées SARCA. Nous, on a 6 points de service, 3 points de service du centre d'éducation des adultes, puis 3 centres de formation professionnelle. Et puis, c'était plus associé à une personne, puis ça a évolué dans le temps. Puis là, on travaille notre prochain plan d'action. Puis, ce qu'on se dit, c'est vraiment, c'est tous des conseils d'orientation, nous qui travaillons dans les centres et dans les SARCA. Donc, c'est tous des conseils d'orientation qui ont aussi parfois certains mandats liés au SARCA. Donc, par exemple, on a développé un projet avec le Carrefour Jeunesse Emploi en lien avec le créneau jeunesse. Ce n'est pas nécessairement la personne qui est responsable des SARCA qui s'en occupe. Même chose pour Emploi Québec. S'il y a des rencontres Emploi Québec, ça ne sera pas nécessairement la personne qui fait partie du comité SARCA qui va en faire partie. Donc, on essaie d'intégrer tout le monde parce que ce qu'on se disait, c'est quand on présentait les statistiques annuelles, moi, je présentais les statistiques annuelles à ma direction, puis on disait, bien, tant de processus d'orientation, tant d'accueil, tant de clientèle rencontrée, bien, c'est tout le monde qui fait ça. Je dis, effectivement, c'est tout le monde qui fait ça. C'est tous les conseillers, même s'ils ne sont pas assignés SARCA. Donc, on l'intègre vraiment dans nos 6 points de service. Puis c'est sûr qu'on développe notre philosophie là, en ce sens-là. Moi, je suis arrivée au secteur des adultes en 2011, puis depuis 2011, ça a évolué un petit peu. Mais je dirais que quand, en 2011, on avait encore à ce moment-là des événements au niveau régional, moi, je m'assurais qu'il y avait plus qu'une personne qui se rendait là. Donc, il y avait des personnes de toutes sortes de niveaux. Je dirais que le service SARCA, c'est le service à l'élève. Donc, tout ce que l'élève a besoin dans nos centres, c'est le service SARCA. Par contre, quand je parle de déploiement, quand je parle de déplacement, d'aller dans les services communautaires, là, c'est pas tout le monde qui va là, s'il y a une personne qui est identifiée. Donc, j'ai une agente qu'on appelle plus l'agente SARCA, qui, elle, va aller vraiment dans les services communautaires, va aller chercher les élèves à l'extérieur, va faire le pont avec le secteur des jeunes, même que cette agente-là fait partie des rencontres mensuelles, des services complémentaires au secteur des jeunes. Donc, c'est elle qui fait le pont, le secteur des jeunes avec le secteur des adultes. Mais par contre, lorsque l'élève arrive au secteur des adultes, mais là, c'est tout le monde qui est impliqué, qui fait partie des SARCA. La façon que nous, on l'a aménagé, on a 5 centres plus un point de service. Je dirais l'endroit où les services sont vraiment stationnés, c'est vraiment dans un centre particulier, c'est le centre de Saint-Lambert, où toutes les inscriptions, la RAC, tout se passe là. Par contre, chaque professionnel sait qu'il doit se déplacer dans la semaine. Donc, ça peut être dans la semaine ou à chaque 2 semaines, et il doit se déplacer dans chaque centre. Donc, tout le monde doit aller un petit peu partout. Et ça fait partie de la façon dont on a déployé les services. Est-ce qu'il y a des commentaires? Madame Taillard, je peux le dire aux panélistes parce qu'ils peuvent pas voir à l'écran, parce que les autres auditeurs peuvent le voir. Nous offrons, Madame Taillard dit qu'elles nous offrons des locaux à différents organismes communautaires dans nos centres FGA, CEPOC, Oasis, le Train des mots. Nous avons aussi une cafétéria ouverte au public et plusieurs partenaires externes viennent y manger. Donc, il y a une visibilité des partenaires aussi. Et Vicky, en fait, je travaille avec Vicky. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est quand on a déménagé, en fait, il y a 3 ans, 4 ans. On avait un plus grand établissement. Donc, la direction, Jacques Girard, à l'époque, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'offrir des locaux aux organismes communautaires. Donc, on a l'accueil SARCA, donc le secrétariat,
mais on a aussi un local pour le train des mots, qui est un organisme en alphabétisation, parce que nous, on n'offre pas d'alphabétisation, parce qu'on n'a pas assez de gens là, pour constituer des groupes. Comme Vicky le disait, là, il y a le CEPOP, qui est un organisme communautaire qui il utilise la cuisine, il utilise aussi le terrain pour l'horticulture. Ils ont construit une sphère avec l'éducation des adultes. Puis aussi un organisme qui s'appelle l'Oasis. C'est un milieu de jour pour la clientèle en santé mentale, donc qui est offert au CLSC. Donc une intervenante qui vient avec les clientèles en santé mentale pour vraiment un milieu de jour. Donc ça permet des fois des rencontres aussi. Puis c'est à force de nous voir puis de nous rencontrer. Des fois, ils osent venir nous voir, venir nous poser des questions. Puis après ça, on peut regarder aussi leur projet avec eux. Donc ça, c'est quand même... Ça a été un élément qui a été vraiment, en tout cas pour notre commission scolaire, vraiment important là, pour rejoindre la communauté. Parce que si ces organismes n'étaient pas là, je pense que ça serait un peu trop vide là, au premier étage, parce que toutes les classes sont au deuxième étage. Donc, quand les organismes sont là, ça fait du mouvement, ça bouge, il y a du va-et-vient. Donc, ça fait un centre communautaire. Un peu comme tu disais hier, hein, Lucie. Tu sais, des centres communautaires où que les gens s'approprient ces lieux-là. On a une question ici, ça peut être très variable selon moi, on va voir. Combien d'heures sont consacrées aux SARCA par semaine pour les clients? Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Mais parce que là, pour les clients, c'est ça, c'est qu'il doit y avoir une présence continue de personnel associé au service d'information d'orientation scolaire professionnelle des SARCA. Mais si je peux me permettre, l'allocation, parce qu'il y a une allocation d'un arrêt budgétaire qui permet d'offrir des services SARCA. Donc, chaque commission scolaire peut décider un peu comment ils vont faire l'appropriation de ces fonds-là. C'est certain que pour moi, les fonds me permettent d'avoir une personne à temps plein. Donc, avoir une personne à temps plein, ça veut dire que je peux offrir des services à temps plein pour mes clients. Donc, j'ai une personne qui est à temps plein, plus j'ai plein de personnel qui soutiennent l'élève. Donc, si l'élève vient et qu'il y a des questions face à qu'est-ce qu'on offre dans nos centres, bien, la personne à la réception peut facilement l'aider à ça. Si la personne n'est pas certaine si le nombre de crédits qu'il a fait peut lui permettre, par exemple, d'avoir les préalables pour un EFP, mais j'ai une conseillère académique qui, la réceptionniste va être capable de lui dire, mais va avoir la conseillère académique, elle va pouvoir te soutenir dans tes démarches, etc. Donc, pour moi, c'est un soutien à temps plein, mais c'est sûr que l'allocation me permet d'avoir une employée aussi à temps plein dédiée seulement au SARCA. Oui. Pour les règles budgétaires, on demande, est-ce que le budget SARCA est lié au budget FGA? Vous savez, il y a une ponction des ressources de soutien attribuées au personnel de soutien pour les SARCA. Et ça, c'est en fonction de vos ETP. Et en plus de cela, puis ça équivaut à près de 15 millions pour l'ensemble des 70 commissions scolaires au Québec. Les autres à statut particulier, puis les centres de formation des Premières Nations ont une règle différente. Et à cela, vous avez l'allocation supplémentaire qu'on appelle, qui, on dit, est à l'annexe C des règles budgétaires. Et la méthode de calcul, c'est en fonction du nombre de personnes sans premier diplôme sur votre territoire, pondéré par l'IMSE, qui est l'indice de milieu socio-économique. Donc, il y a un calcul qui se fait ici. Et on a l'indice, l'IMSE de 2014 dans les dernières règles budgétaires. On est tributaire un peu des recensements. Mais pour l'instant, on est avec l'IMSE de 2014. Alors, on est avec l'IMSE de 2008, mais il y a eu des changements dans certaines régions, mais bon, pas si importants. Mais il y a des milieux qui vont être plus nantis après quelques années où ça progresse dans certains cas. Donc, voici pour les règles budgétaires. Oui, bien, si je peux peut-être apporter une précision à l'article, c'est que, dépendamment des commissions scolaires ou des centres, il y a des centres qui sont très décentralisés, il y a des centres qui sont centralisés. Donc, la personne qui pose la question, peut-être que son centre est centralisé. Et nous, on sait que l'allocation pour les SARCA, ça inclut la FGA, ça inclut l'AFP, c'est tout le monde ensemble. Par contre, l'allocation, elle est placée dans l'enveloppe de la FGA. Alors, si la personne qui travaille en AFP se dit, mais moi, je ne la vois pas, l'agent SARCA, c'est parce que dans sa règle budgétaire, elle ne voit pas cette donnée-là, parce que la donnée est dans la FGA.
Oui. Alors, pour qu'elles le sachent, il faut qu'il y ait des conversations entre les directions de centre, entre les directions de service, à savoir, il faut qu'il y ait un peu de transparence pour voir que cette personne-là est vraiment pour l'ensemble des services aux adultes et non pas pour seulement le service, même si l'enveloppe est déterminée. Oui, tout à fait, Lucie. Et d'ailleurs, on a demandé un transfert aussi, parce que vous avez dans les règles budgétaires, pas un transfert, je vais vous expliquer, dans les règles budgétaires en FGA, vous avez la mesure, le numéro méchant, peut-être 12,050. 12,050, merci. Donc, si vous allez lire dans vos règles budgétaires la mesure 12,050, on dit bien que ce financement est autant pour la formation générale adulte que pour la formation professionnelle. Par ailleurs, ce paragraphe ne se trouve que dans les règles budgétaires de la FGA et il n'est pas transposé ou transcrit ou copié dans les règles budgétaires de la FB. Donc, c'est vraiment au gestionnaire là, à voir ensemble au niveau de la répartition des allocations. Mais effectivement, ce n'est pas écrit dans les règles budgétaires de la FB, seulement dans la FGA, mais dans le paragraphe, on dit bien que c'est pour la FGA et la FB. Ça, c'est les règles budgétaires, mais aussi le cadre de référence des SARCA, qui aussi détermine à qui on doit donner des services. Tout le monde qui a plus de 16 ans, sans premier diplôme, il y a quand même des objectifs qui ont été préciblés dans le cadre de référence. Fait que, oui, il y a la règle budgétaire, mais il y a à ça, je pense qu'il faut que ça soit combiné, le cadre de référence et la règle budgétaire. Oui, et quand on parle d'un premier diplôme, on parle autant d'un DES que d'un DEP. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui a un DEP, mais qui veut se réorienter, venir chercher des préalables pour aller au cégep. On sait bien qu'on va l'accompagner également dans sa démarche. On pourrait poursuivre avec l'axe 2. Puis, on va avoir d'autres périodes d'échange. Donc, pour ça, avec l'axe 2, vous allez voir, nous allons seulement cibler une orientation pour cet axe, comparativement à l'axe 1, où il y avait peut-être davantage de liens à faire avec les SARCA, mais vous avez également votre propre réflexion à y faire, c'est certain. Donc, l'axe 2, un milieu inclusif propice au développement et à l'apprentissage et à la réussite, pardon. Je me réfère à l'orientation 5.1 pour aujourd'hui, qui est d'offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant, qui favorise l'écoute, la communication et des relations personnelles et sociales enrichissantes. Donc, ici, les SARCA peuvent répondre à cette orientation en s'assurant d'offrir des communications et des relations de qualité, notamment par le concept de sécurisation culturelle. Donc, afin d'offrir un milieu de vie accueillant, c'est important dans un premier temps de connaître le contexte dans lequel l'adulte évolue, comme Alexander le mentionnait, donc de connaître la population à qui nos services vont s'adresser. Donc, ceci nécessite dans un premier temps d'être ouvert aux différents contextes culturels et donc aux multiples besoins de l'adulte afin, encore une fois, d'adapter nos services et les formations transmises. Donc, cette première prise de conscience va teinter les interventions avec l'adulte et lui permettra graduellement de se sentir considéré, d'avoir le sentiment qu'on s'intéresse à lui et à son vécu et qu'il est pleinement engagé dans son projet de formation. Donc, on parle ici d'avoir une certaine conscience culturelle en admettant ou en reconnaissant ces différences de parcours, ces différences culturelles. Donc, il est favorable que les intervenants qui sont impliqués dans les démarches de l'adulte, les intervenants SARCA, considèrent les antécédents, l'expérience qui a permis d'amener l'adulte où il en est rendu et pour en fait permettre d'avoir une certaine sensibilisation culturelle. La sécurisation culturelle permet également de contrer les obstacles à la prestation de services et vise aussi à impliquer l'adulte dans cette prestation et à l'évaluation de ses interactions dans le cadre de son projet. Donc, une compétence culturelle de l'intervenant peut favoriser au développement de l'autonomie de la personne et encourager la motivation et la persévérance scolaire. Ceci m'amène à poser une autre question à nos panélistes, qui encore une fois qui est affichée. Alors,
Comme mentionné, à l'axe 2 de la politique de la réussite éducative, qui encourage les milieux à offrir un environnement sain et inclusif, à cet égard, quels sont les moyens ou les stratégies mis en place dans vos cercles, dans vos milieux, qui sont propices au développement, à l'apprentissage et à la réussite des adultes? Annie, je te laisse. À la base, ayant un principe de bienveillance, de développer l'autodétermination, faire vivre des expériences positives, parce qu'on en parlait là, un petit peu plus tôt, les clients qu'on a à desservir ont de multiples problématiques. Puis l'école fait souvent partie des problématiques, faire vivre des expériences positives, augmenter le sentiment d'efficacité personnelle. Comme nouvelle responsable des SARCA, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le réseautage. En fait, c'est de voir tout ce qui se fait ailleurs dans la province comme projet, connaître ces initiatives-là, parce que souvent, d'un milieu à l'autre, c'est quelque chose qui peut être pratiquement dans son intégrité recopié, mais avec certaines variables. Donc, pour moi, ça a été très, très, très intéressant. Puis Alexandra fait partie d'un puits innombrable de projets qu'on peut aller puiser. Mais moi, entre autres, deux conseillères SARCA qui travaillent aux premières seigneuries, aux premières seigneuries, sont venues nous rencontrer. Puis ils ont visité justement notre centre avec le train des mots, puis le CEPOC, tout ça. Je pense que c'est vraiment comme de développer un sentiment d'appartenance au milieu. C'est des gens qui ont eu une rupture aussi par rapport au système éducatif. Donc, comment on peut rétablir ces liens-là? C'est beaucoup dans la reconnaissance. Hein? Dans la reconnaissance, il y a différentes sphères. Hein? Il y a la sphère de l'amour, il y a la sphère du droit, il y a la sphère de la solidarité. Donc, oui, on peut faire un tennis, puis ça peut être une reconnaissance, mais reconnaître aussi l'adulte, aussi dans qui il est, c'est un effet, je pense, qui est porteur aussi. Porteur de justice sociale aussi. On va parler des fois d'advocacy aussi, qui est un nouveau terme, peut-être qu'on va le retrouver dans le cadre général sur l'orientation qui va apparaître éventuellement. Donc, c'est trouver des moyens qui vont être inédits pour rejoindre cette population-là. Comme entre autres, nous, on offre l'atelier, depuis 3 ans, on offre un atelier à tous les nouveaux élèves qui commencent. Ça ressemble peut-être un peu à la semaine d'orientation dont on va parler tantôt. Nous, ce qu'on fait, c'est que c'est un atelier qui s'appelle « Mes projets, mes rêves » qui est en fait la commission scolaire de Laval, en fait. C'est vraiment spécial, hein, le réseautage, comme qu'est-ce que ça peut faire, parce que il y a quelques années, j'avais participé à une rencontre où il y avait une présentation du portfolio qui a été développé à la commission scolaire de Laval, puis il y avait une activité qui était l'atelier « Mes projets, mes rêves », puis on s'est dit, ben non, on va l'intégrer dans notre offre de service. Donc, c'est-à-dire que les élèves, le matin, ils sont avec l'enseignante en FGA, donc ils ont les renseignements par rapport à remise de l'agenda, toute l'administration, puis l'après-midi, une rencontre avec moi, puis notre intervenant au maintien scolaire, là, qui s'appelle Patrick. Et puis pendant 1h30, on discute avec les adultes des facteurs de persévérance, des facteurs de réussite. Ils doivent aussi nommer c'est quoi leur défi par rapport à ça, puis ils font un plan d'action. Donc, ça amène rapidement à voir, bon, ben, qu'est-ce que tu viens chercher? C'est sûr qu'on a déjà une première rencontre avec un conseiller, SARCA, mais ça vient comme taper le clou aussi de voir, bon, ben, qu'est-ce qui reste à faire, puis nous, dépister. De voir tout de suite déjà, on voit des éléments, on se dit, peut-être pour cette personne-là, elle va avoir besoin de plus de soutien. Celle-là, on sait que ça va bien aller, ou en tout cas, ça va être positif, mais on garde un œil. Donc, ça permet vraiment c'est des moyens qu'on a mis en place pour vraiment, là, pour répondre à ta question, pour, en tout cas, favoriser la réussite. Puis nous, l'angle qu'on l'a pris, ça a été plus qu'ils se sentent soutenus. Parce qu'on n'a pas d'impact sur la réussite là, tout de suite, là, en 1h30, mais par exemple, sur le sentiment d'être soutenu, ça, on pouvait dire qu'on pouvait avoir un impact, et on sait que c'est un des facteurs de réussite. Si je complémente un peu ce qu'Alexandra disait, c'est de développer le niveau d'appartenance. On parle de ça parce que souvent, des fois, on va entendre les jeunes au secteur des jeunes qui disent, mais je ne vais pas aller terminer au secteur des adultes parce que c'est pas comme l'école secondaire. Donc, on crée des événements. On crée des événements pour justement qu'ils se sentent à l'aise dans le sens, qu'ils sentent que ça leur appartient, qu'ils peuvent avoir des idées, qu'ils peuvent développer des idées ou des intérêts personnels. On organise des activités, des clubs de sport, par exemple, dans les commissions scolaires anglophones, on fait des petites compétitions amicales entre les centres anglophones
On fait des concours de beaux costumes, par exemple, à l'Halloween, où on fait des journées pizza, des journées crème glacée, des choses qui vont faire que les jeunes veulent venir à l'école, pas juste pour étudier, mais pour être là, pour avoir un sentiment qu'ils appartiennent à quelque chose de plus grand. On fait des assemblées, on fait des semaines de sensibilisation, par exemple, à la santé mentale. On a un conseil d'étudiants également. Suite même à notre extension de notre SARCA, on a une animatrice d'activité étudiante. Donc, cette animatrice-là, elle va guider les jeunes dans leur intérêt, développer des activités avec eux. Mais un exemple même plus concret, c'est qu'on a développé une semaine d'orientation dont Alexandre faisait référence, une semaine d'orientation obligatoire pour tout nouvel élève. Donc, pas parce que tu as 16 ans ou tu as 18 ans, tout nouvel élève doit passer par la semaine d'orientation. Et c'est avant le début des cours pour les 2 sessions de l'hiver et celle de l'automne. Et pendant la semaine d'orientation, il y a toutes sortes de conseils, de formation sur les savoir-être, les savoir-faire, de conseils comment organiser ton horaire, comment organiser ton travail en allant à l'école, etc. Donc, tous les professionnels impliqués dans le service des jeunes, ou des adultes, des élèves, sont impliqués pendant cette semaine-là. Ce qui permet aux élèves de voir tous les intervenants à qui ils peuvent parler. Donc, il y a plein de gens qui vont passer par là, les conseillers d'orientation, conseillers académiques, les travailleurs sociaux, les orthopédagogues, les administrateurs vont passer. Donc, il y a un échange parce que tous les intervenants vont voir qui sont les nouveaux élèves qui arrivent et tous les nouveaux élèves voient qui peuvent leur donner un soutien. Donc, ça permet aussi un meilleur solidifier, par exemple, le parcours académique de l'élève, une meilleure réussite. À un autre niveau, je pourrais dire que nous, on a travaillé avec les gestionnaires pour être capable de les amener à adapter les modèles d'organisation pédagogique. On parlait tantôt à nos types de clientèle, de connaître le type de clientèle et c'est tellement varié, donc d'avoir une offre qui est quand même assez vaste. Que ce soit là l'entrée, j'ai toujours l'entrée progressive, l'entrée périodique, sortie variable, l'alternance travail-études, le modèle hybride, du temps plein, temps partiel, formation à distance, formation en ligne. Donc, c'est autant des modèles d'enseignement qui peuvent répondre à différents types de clientèle. Donc, d'être capable de voir à s'ajuster et adapter notre modèle d'organisation. D'un autre côté aussi, au niveau des stratégies qu'on essaie de mettre en place davantage, c'est de travailler avec les universités, que ce soit pour la formation initiale, donc les futurs enseignants qui s'en viennent chez nous, de pouvoir leur permettre d'être de plus en plus terrain et être capable d'ajuster pour qu'il n'y ait pas un écart entre la formation et le marché du travail. Et aussi, de voir à leur permettre de faire des recherches chez nous pour pouvoir recueillir des données probantes qui vont nous permettre après ça d'intervenir et d'ajuster nos services en fonction des besoins réels de la clientèle qu'on a chez nous dans nos centres. Puis un dernier point, on a parlé de reconnaissance pour nos élèves, mais moi je pense beaucoup à la reconnaissance de notre personnel. Donc, quand on parle d'un milieu sain et inclusif, pour moi, ça fait partie aussi de toute personne qui travaille dans un centre. Donc, la reconnaissance des gens qui travaillent et qui se dévouent à tous les jours pour aider ces personnes-là qui font un retour aux études, bien, notre personnel doit aussi sentir qu'ils sont importants. Donc, cette reconnaissance-là est là aussi. Ça peut être une reconnaissance au niveau du développement des compétences qu'ils ont faites. Je pense des fois, dans certaines commissions scolaires, je suis sûre que je ne suis pas la seule des commissions scolaires là-dedans, dans ce sens-là. Au niveau du personnel de secrétariat, souvent vont être engagés sous la base d'un diplôme d'études secondaires, mais le développement des compétences qu'ils font peut leur permettre d'aller chercher un diplôme d'études professionnelles en secrétariat, donc de pouvoir leur permettre de faire un processus de reconnaissance des acquis et des compétences. Pour moi, c'est un point qui est important quand on parle dans cet axe-là d'inclusion, autant le personnel que nos adultes. Donc, tout le monde qui fréquente un centre, soit comme employé, soit comme étudiant. Excellent, merci.
Si je peux résumer vos réponses, alors j'ai noté l'importance d'avoir un sentiment au niveau de l'adulte d'être soutenu, de développer, l'aider à développer son sentiment d'appartenance. On a également l'importance de reconnaître l'adulte dans ce qu'il est, d'adapter, de réfléchir au modèle d'organisation, donc réfléchir au modèle dit plus traditionnel pour joindre un plus grand type de clientèle, de population. Important aussi de se mettre à jour aussi en tant qu'intervenant, donc mettre à jour dans sa pratique pour mieux desservir la clientèle. Puis, l'important de valoriser la part de chacun du milieu, donc du personnel scolaire, personnel professionnel et l'adulte. On a encore une période qui vous est destinée. Si vous voulez ajouter des commentaires, encore une fois, questions, réactions, par clavardage. OK, on va faire ça, étant donné qu'on n'en a pas. Pour le moment, je passerai à l'axe 3 de la politique. Et encore une fois, on a seulement ciblé une orientation dans le cadre de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, l'axe 3 qui apparaît à l'écran, des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite. Encore une fois, il y a un très grand lien avec la notion de partenariat. Donc, l'orientation 8.2 qui est de raffermir les liens entre le milieu éducatif et les différents acteurs de la communauté. Dans la politique, on l'a vu à plusieurs fois, à plusieurs niveaux, elle réitère l'importance d'établir des liens avec les acteurs de la communauté, puisqu'ils sont indispensables pour apporter un appui à la valorisation de l'éducation, mais également aux efforts de réussite. Donc ici, les SARCA ont besoin de l'appui du partenariat, donc d'avoir une collaboration avec les différents organismes du milieu pour mieux faire connaître les services, comme je l'ai dit précédemment, donc mieux faire connaître ce que sont les SARCA auprès de la population, pour que également les organismes du milieu, les différents partenaires, eux aussi, connaissent mieux ces services et puissent les diriger les adultes vers les SARCA sous besoin et encore une fois, dans la notion de mieux répondre aux besoins de l'adulte. Donc ici, le fait de se préoccuper d'instaurer des collaborations formelles et informelles au niveau du partenariat permet d'identifier la notion de visibilité, donc rendre plus accessible et plus visible les SARCA dans la communauté et de mettre davantage en valeur le rôle des SARCA en ce qui a trait à la réussite, en fait, à la formation. Toutefois, il revient à chaque commission scolaire de choisir les moyens d'actualiser son partenariat avec les différents milieux de sa région selon le sens qu'elle en donne, mais également selon la réalité de son milieu. Alors, ceci faisait le tour pour l'axe 3 de la politique. J'aurais également une autre question à poser aux panélistes. Parmi les 11 composantes des SARCA décrites dans le document sur l'amélioration continue des SARCA auquel vous pouvez retrouver sur le diaporama en cliquant sur l'hyperlien, la proactivité a un rôle très important à jouer pour joindre les populations sans premier diplôme. Selon vous, comment les SARCA contribuent-ils à la mobilisation des partenaires pour la réussite des adultes? Si je peux parler peut-être un peu pour les commissions scolaires anglophones, qui est une différente réalité. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au niveau de la communauté où les communautés anglophones peuvent se rassembler. Peut-être sur l'île de Montréal, mais à l'extérieur de l'île de Montréal, il y en a très peu. Donc, les agents, pour pouvoir souvent rejoindre ces communautés, doivent passer par une autre porte d'entrée qui existe dans les commissions scolaires anglophones, qui sont les centres scolaires communautaires. Donc, au Québec, étant donné que les anglophones de souche sont minoritaires en linguistique, les commissions scolaires anglophones ont le droit d'avoir dans leur commission scolaire des centres scolaires communautaires. Dans les écoles anglophones sont souvent le point de service de la population. Donc, les parents se retrouvent beaucoup dans les écoles, soit primaires ou secondaires. C'est un endroit où il va y avoir beaucoup d'activités pour la communauté anglophone. Par contre, il y a une population qui ne va pas à l'école. Il y a des populations qui n'ont pas d'enfants, il y a une population qui n'ont plus d'enfants. Donc, comment rejoindre cette population-là également? Donc, les centres scolaires communautaires, par exemple, nous, en Bruxelles, on en a 5. On en a 5, mais il y en a 2 qui sont régionaux, donc qui couvrent
chacun 5 écoles. Donc, les communautés peuvent se rejoindre là. L'agence ARCA peut, à ce moment-là, travailler en lien avec l'agent des centres scolaires communautaires pour rejoindre le plus de communautés possible et même d'organiser des événements dans les centres scolaires communautaires plutôt que d'aller rejoindre les communautés à l'extérieur, de faire venir les communautés dans le centre, donc d'organiser des tables de concertation, des événements de soirée où les agents viennent, pas les agents, excusez-moi, les centres communautaires viennent dans le centre pour pouvoir découvrir qui on est. Alors, c'est une façon de combler des besoins pour cette communauté-là. Je dirais que le partenariat et la proactivité, c'est des responsabilités que les SARCA ont. Oui, il y a les services là, que Martine a nommés, bon, l'accueil, l'accompagnement, l'exploration des acquis, mais on est financé aussi pour ça, pour développer des partenariats, puis bien connaître aussi la population, puis faire des actions de proactivité. Nous, comme par exemple, à ma commission scolaire, des fois, parfois 3 fois par année à peu près, on est invité lors des remises de chèques d'aide sociale, où c'est une clientèle qui est prestataire de l'assistance à l'emploi, l'aide de dernier recours, qui est convoquée par lettre par le Centre local d'emploi. Et puis, les organismes sont invités. Donc, on est 3-4 organismes, souvent un représentant du CJE, moi des SARCA, une personne de la formation professionnelle qui va présenter aussi les AEP qui sont disponibles là, au moment où a lieu la rencontre, puis une ressource externe qui est financée par le Centre local d'emploi. Puis les gens sont rencontrés par un agent en petits groupes, puis après ça, bon, sont dirigés vers nos services. Donc, ça peut m'arriver la dernière fois que je l'ai fait, il y a 3 semaines, ben moi j'avais mon ordinateur, j'avais Charlemagne, j'avais Jade. Donc, ce qui fait en sorte que quand je rencontrais les gens, bien, tout de suite, je pouvais aller vérifier des trucs, donner de l'information scolaire. Puis, il y avait une personne que j'ai rencontrée, c'était une maman. Puis, elle avait déjà fréquenté l'éducation des adultes. Mais le fait qu'elle m'a vue, c'est comme si ça a enlevé toutes les barrières. Là, parce que, ben, je dis, écoute, je dis, si tu veux, si tu es prête à commencer l'école, ça commence telle date. Puis, je peux faire ton profil. Tu viens chercher demain matin, tu viendras le signer puis le porter à ton agent. Parfait. C'est ce qu'elle a fait. Puis ça l'a enchaîné. Probablement qu'elle l'aurait fait, peut-être, après les fêtes, peut-être, ou rendu au mois de mars, ou bon, tu sais. Mais là, le fait qu'elle m'a vu, c'est sûr que ça a été comme ah, allô, Alexander. Je dis, ah, ça va bien, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, ça va inciter. C'est un peu de venir, de trouver des moyens, finalement. C'est ça, c'est de trouver le meilleur moyen pour rejoindre. Je pense que c'est pas juste un moyen, c'est la diversité des moyens, d'être là où est la clientèle qu'on veut atteindre. C'est pas à un endroit, c'est à plein d'endroits, c'est plein de petites initiatives qui font qu'on va être capable de rejoindre cette clientèle-là. Fait que l'objectif de visibilité des SARCA, même si ça fait 10 ans, c'est pas très connu encore. L'acronyme ne parle pas nécessairement aux gens, d'où l'importance que les agents soient disponibles, présents, qu'ils deviennent que l'agent devienne le monsieur ou la madame quand tu veux retourner à l'école, ben c'est cette personne-là qu'il faut aller voir, que ça soit simple, puis que les visages soient connus. En créant des liens avec nos partenaires, puis en favorisant la création de projets multiples pour rejoindre toutes ces clientèles-là. En discutant pour se préparer à l'échange qu'on a aujourd'hui, j'ai eu une image hier et je vous la partage parce qu'Alexander aime beaucoup cette image-là. J'ai eu une image par rapport au SARCA qui était représentée par une pieuvre, une belle pieuvre, là, c'est toute belle, là. Une belle pieuvre qui est là comme pour justement étendre ses tentacules pour aller chercher toutes les possibilités et les ramener à l'adulte qui fréquente. Donc, être capable vraiment d'aller chercher tant les partenaires, les services externes, internes à notre commission scolaire, les autres personnes qui peuvent donner un coup de main à cet adulte-là qui a pris la peine de se déplacer et d'être en mesure vraiment de l'encourager à poursuivre cette démarche-là. C'est bon, ça, ben comme oui, image. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve aussi la stabilité aussi dans le personnel.
ça va jouer un rôle vraiment important. Parce que moi, je vous racontais l'exemple du centre local d'emploi quand le chef d'équipe, mais je vous dirais qu'il y a 10 ans, les rencontres que j'avais avec ce chef d'équipe-là, c'était peut-être moins ouvert qu'aujourd'hui, mais le fait qu'on on était sur des comités ensemble, sur des tables de concertation, on a appris à se connaître, puis là, c'est sûr que l'échange s'est développé parce qu'on a développé un lien. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand il m'invite, ben, il me connaît, il sait qui je suis, il sait comment je travaille. Puis ça, c'est vraiment aidant. Je pense que quand on parle de déploiement des ressources, ben, la stabilité du personnel va jouer. Pour devenir une référence, je vais finir avec ça, mais l'autre fois, j'ai rencontré un monsieur, puis il me dit, ça fait 3 personnes qui me disaient que va donc voir Alexander. Bon, fait que là, je me suis dit, ça veut dire que probablement que son travailleur social, ben là, son travailleur social en équipe santé mentale lui avait parlé de moi, puis son agent lui avait parlé de moi. Donc, ça veut dire que ça faisait plusieurs personnes qui disaient, vas-y donc, là. Mais je pense que ça contribue à rejoindre la clientèle complète. Ce que je voulais dire, c'est que oui, la stabilité, mais ce lien-là avec le partenaire, parce que des fois, il y a des incontournables qui font que le personnel change, mais que ce soit du long terme et qu'il y ait une transition si jamais c'est possible. Donc, ce long terme-là, à travailler avec le partenaire, va avoir un impact aussi sur l'implication, le niveau d'implication de ce partenaire-là dans nos projets. Ben, moi, je dirais même au niveau de la stabilité, parce que quand tu parlais, ça me faisait penser, des fois, même en éducation, on a tendance à avoir des idées popcorn. On a tendance à avoir des idées, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Des fois, ben, on brûle notre personnel en essayant d'avoir trop d'innovation, trop de projets, d'avoir une stabilité. Puis, tu sais, quand je t'entends parler avec ton projet, d'être invité 3 fois par année, d'aller au club, d'aller rencontrer des gens, c'est une stabilité. Le fait que ce soit toi tout le temps, la personne, elle sait que c'est toi. Mais le fait aussi juste que l'activité se répète 3 fois par année, bien, la personne qui n'était pas prête au mois de novembre, peut-être qu'elle va être prête au mois de février, puis elle sait que ça s'en vient au mois de février. C'est comme ça lui donne une chance, on dirait, de se rattraper. Tandis que si tu fais cette activité-là juste 1 an, bien, l'année d'après, si tu n'as fait plus tout ce monde-là avec qui tu avais créé les liens, c'est comme un peu perdu. Peut-être pas au complet, là, parce que c'est jamais perdu. Là, parce qu'on quand on crée des liens, mais quand même, je trouve que des fois, il faut faire attention. On met des mesures en place, on part des projets, mais il faut presque toujours penser à la survie de ces projets-là pour y amener comme une vie un petit peu plus longue pour que les gens puissent adhérer à ça. Alors, c'était la dernière question que j'avais à vous poser. Auriez-vous peut-être aimé ajouter des éléments en supplément à vos réponses ou revenir sur certaines choses qui étaient présentées en début de rencontre? Oh, ça va. On aurait peut-être un commentaire ici de Mme Paris quand on parlait justement comment les SARCA contribuent à la mobilisation des partenaires. Elle proposait organisation de journée des partenaires dans les centres FP et RGA, publication d'un bulletin SARCA qui présente les actions et de l'information sur les services des SARCA. Je vais juste tourner la caméra dans la bonne direction, ça serait un petit peu mieux. Comme disait tout à l'heure Alexander, par rapport à la recherche de Mme Bellil, que vous connaissez, qu'on a parlé dans d'autres rendez-vous SARCA, c'était une enquête populationnelle pour voir quels étaient les besoins des adultes sans premier diplôme en termes d'orientation professionnelle. Et ce qui ressortait, c'était le problème de lisibilité, visibilité, sans remettre en question la qualité des SARCA, parce que c'était ce qui était dans les services reconnus par la population, les services les plus appréciés. Donc, on ne doute pas de la qualité. Par ailleurs, la visibilité, l'importance du partenariat est là pour rendre visibles les services. Donc, il y a encore un travail à faire. Et comme on disait hier, il y a eu la politique gouvernementale d'éducation des adultes en 2002 qui a amené l'allocation des SARCA en 2007, tout en disant on ajoute du conseil de l'accompagnement. Et ça fait 10 ans aujourd'hui que les SARCA se sont déployés, se sont institutionnalisés dans les établissements scolaires en FGA et en FP. Et on arrive avec une nouvelle politique de réussite éducative où on voit très bien que les SARCA continuent à s'y inscrire et jouent un rôle important dans cette politique. En contribution au rôle de tout le reste du personnel du milieu scolaire et des partenaires. Alors,
oui, Alexandra. Donc, c'est ma petite conclusion pour moi. Donc, cette politique amène encore de défis, je dirais, le mot défi, oui, non, le mot peut-être pas juste, mais des belles réflexions ou actions encore à poursuivre puis à bonifier pour bien répondre à la population. Oui, Alexandra. Sur ce que tu disais sur les besoins d'orientation des adultes sans diplôme, dans l'enquête populationnelle, un des éléments, c'est que 15 des adultes savent s'adresser pour avoir accès à des services d'orientation ou d'information quelconque. 15 des adultes sans diplôme savent où s'adresser. 15 c'est pas beaucoup. Ça veut dire que les gens, ils ne savent pas où s'adresser pour réfléchir à leur projet. Ce n'est pas nécessairement faire un processus d'orientation avec un test psychométrique, mais c'est des fois juste avoir une rencontre pour réfléchir à leur projet. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça peut être l'ARAC? Est-ce que ça peut être un TDG? Est-ce que ça peut être un TEND? Est-ce que ça peut être un AEP, une intégration socio-professionnelle? Tout ça fait partie aussi de l'orientation. On parle d'orientation professionnelle, mais on parle aussi d'orientation éducative. Je le dis. Oui, j'aime beaucoup ce concept-là pour l'orientation éducative. Donc, c'est de ne pas oublier ces données de recherche-là, à t'en parler tantôt, Isabelle, c'est des données qui sont importantes aussi quand on a à travailler avec nos décideurs, travailler aussi avec nos directions. C'est des éléments qu'on peut mentionner aussi. Quand on rencontre une direction, on dit, ben là, il y a une recherche là, qui dit que 15 des adultes sans diplôme ne connaissent pas les services d'orientation, mais c'est important de le dire à nos directions, parce qu'ils ne sont peut-être pas au courant de cette recherche-là. Ça nous amène aussi à développer des offres de services. Nous, quand on a eu ces résultats de recherche-là, un des éléments aussi qui était mentionné, c'est que les adultes aimaient aussi les activités de groupe en orientation. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, ben, on importe le portfolio de la Commission scolaire de Laval, puis on met en place des groupes d'orientation. Bien là, ça fait 3 ans qu'on en a, et puis ça répond. Même si des fois c'est difficile, puis on perd des joueurs, on perd des élèves, mais en même temps, on sait que ça répond à un besoin parce qu'ils discutent entre eux de leurs projets, ils se sentent soutenus aussi. Puis on l'offre pour les élèves FBD et aussi pour les élèves FBC, parce que les élèves FBC veulent aussi réfléchir. Puis c'est pas juste les élèves de secondaire 3, 4, 5 qui ont besoin d'orientation. C'est aussi quelqu'un qui est en précep. Aussi. Donc, ceci met fin à la rencontre, au rendez-vous SARCA d'aujourd'hui. J'espère que les discussions qu'on court aujourd'hui permettront de vous alimenter dans vos discussions à venir avec vos équipes écoles relatives à la politique de la réussite éducative. On l'a vu, il y a plein de choses qui se font dans le cadre du SARCA, plein de beaux projets. Continuez votre beau travail, puis de soutenir l'adulte dans toute sa démarche, de continuer à l'accompagner. Il y a beaucoup de bons résultats qui se font. Puis, si vous avez des questions relatives à la présentation d'aujourd'hui, je vous invite à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone. Nos coordonnées apparaissent à la dernière diapo de la présentation. Également, les coordonnées de nos panélistes, si vous l'acceptez, pourront également répondre à vos questions ou commentaires par courriel en fonction des projets peut-être qu'ils ont présentés aujourd'hui. Oui. Je terminerai, si tu permets, Stéphanie. Je vais changer de fonction, comme je disais au début. Donc, je vais être moins présente pour le dossier des SARCA. C'est maintenant ma collègue Amélie Légaré qui va prendre la coordination et Stéphanie comme professionnelle dans ce dossier. Je suis très contente de la relève. Stéphanie, on ne peut pas demander mieux. Je voulais vous remercier aussi. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le dossier, depuis 2009 des SARCA. Je le disais hier aussi à l'autre rendez-vous, je crois fondamentalement à l'accompagnement de l'adulte. Même comme à nous aussi, toute transition n'est pas toujours facile à gérer. Puis je pense que vous jouez un rôle très important et je vous félicite du travail que vous faites. Moi, les gens que j'ai côtoyés dans les SARCA, les directions, les conseillers, vous êtes du beau monde, du beau personnel, puis vous rendez un très grand service à la population. Puis même je me change de fonction, c'est sûr que on avait parlé au rendez-vous SARCA la dernière fois, puis on a un groupe d'orientation professionnelle aussi où on développe des communautés de développement qu'on veut présenter l'an prochain dans le cadre d'une journée nationale. On joindrait SARCA et reconnaissance des acquis. Vous savez, moi je garde le dossier de la reconnaissance des acquis aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, donc ça serait une belle rencontre et
Et ce besoin d'échanger sur vos pratiques dans vos milieux est présent. Ça fait quand même longtemps qu'on s'est rencontrés en personne, donc elle va être bienvenue cette journée. Si elle peut avoir lieu, c'est toujours tributaire des budgets et tout, mais on espère bien. Donc, merci beaucoup. Puis, merci beaucoup, panélistes. Oui. C'est vraiment une belle rencontre. Merci, oui. Et Stéphanie? Merci tout le monde d'avoir accepté l'invitation. Puis, merci à vous d'être encore présents en grand nombre à nos rendez-vous. Donc, merci, puis bonne fin de journée. Merci. Au revoir.